Bonjour Kevin Fournier. Bonjour Jérôme. Alors on est ici à la région Nouvelle-Aquitaine. Alors on n'est pas chez vous, mais aujourd'hui vous êtes un peu notre hôte, puisque vous êtes donc responsable de l'accompagnement à l'Agence de l'innovation en santé, qui est l'organisatrice de ce Tour de France de l'innovation en santé, avec une étape ici à Bordeaux, une région que vous connaissez bien, puisqu'on va en parler dans quelques secondes. Vous accompagnez beaucoup de structures. Peut-être ma première question, Kevin, c'est quoi en fait ce Tour de France de l'innovation, et bien sûr pourquoi avoir choisi la région de Nouvelle-Aquitaine et bien sûr Bordeaux? Alors merci beaucoup. Donc effectivement, le Tour de France de l'innovation en santé, là c'est la deuxième édition. La première avait lieu il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on n'était plus sur du format réunion. On essayait de se faire connaître de l'écosystème et comprendre les problématiques de l'écosystème. Aujourd'hui, enfin cette année, donc 2025-2026, 12 étapes, une par région. On va aborder un certain nombre de thématiques sous forme de colloques nationaux décentralisés. L'idée, c'est de pouvoir, d'une part, aborder 12 thématiques différentes qu'on porte dans notre feuille de route. Et deuxième objectif aussi, mettre en lumière, dans le cadre de cette thématique, les innovations qui sont développées en région. Donc la première étape sur le financement a eu lieu à Marseille en avril dernier. Et là, Bordeaux, sur la recherche clinique, Bordeaux, parce que la Nouvelle-Aquitaine, un gros écosystème en recherche clinique. Et Bordeaux, une ville dans laquelle j'habite aussi, donc c'était aussi un petit clin d'œil pour se dire que voilà, on pouvait mettre en avant pas mal d'initiatives et d'entreprises super innovantes sur le territoire néo-aquitain. Alors, quand on parle de l'écosystème et donc notamment de l'accompagnement que vous faites, est-ce que ici sur le territoire, vous notez des spécificités, peut-être des aspects un peu plus singuliers qu'on peut voir en région Nouvelle-Aquitaine par rapport à d'autres régions? Il y a beaucoup d'initiatives en recherche clinique, notamment portées par le CHU. On a aussi énormément d'entreprises, effectivement, vous le mentionnez, des entreprises qu'on accompagne. Ça peut être Fine Art qui intervient tout à l'heure, qui va justement nous exposer un cas concret d'usage du numérique dans le développement clinique. Synapse, qu'on a entendu aussi tout à l'heure, qui justement développe des outils numériques qui vont aider les prescripteurs, notamment dans le cadre de la recherche clinique. Et puis on a des initiatives portées par le CHU, notamment avec le professeur Jean-Christophe Bernard, avec EuroCCR notamment, qui intervient également lors d'une table ronde. Donc il y a des spécificités néo-aquitaines dans le cadre de la recherche clinique, un très fort écosystème qu'on avait envie de mettre en valeur et en avant aujourd'hui. Après, là, on est dans le cours de la deuxième édition de ce Tour de France d'innovation. Vous êtes, vous, Kevin, avec tout votre parcours et bien sûr votre mission actuelle, un regard éclairé de l'écosystème. Qu'est-ce qui manque là aujourd'hui pour que voilà, cette accélération de l'innovation numérique, c'est le thématique d'aujourd'hui, puisse se voir auprès des patients, des problèmes de santé, auprès de l'ensemble des territoires? Alors, on l'a abordé, on l'aborde encore aujourd'hui. On a plusieurs aspects. On a l'aspect réglementaire et normatif qui doit permettre justement d'accélérer la prise en compte de ces données dans le cadre des évaluations portées par l'AHS et par l'ANSM. Pour ce faire, il faut effectivement qu'on puisse intégrer dans ces évaluations, ces évolutions du recueil de données. Il faut des outils, il faut du stockage. Donc tout ça est en cours de développement et se développe, et on a des super exemples aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'on continue dans cette voie-là collectivement pour pouvoir se mettre d'accord sur une réglementation et une évaluation efficace, et c'est seulement à ces conditions qu'on pourra accélérer la mise à disposition des produits de santé via le numérique. Mais on est en bonne voie. Bon, vous avez choisi Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine. Je crois que cette année, on va se revoir aussi, puisque le CHU Health Tech Day de France Biotech a retenu également Bordeaux pour le mois de décembre prochain. Donc on va se revoir. Je pense que l'AIS sera bien sûr un des partenaires, sera présent. Merci encore, Kevin, de votre invitation et pour cette belle initiative. Merci Jérôme, à bientôt. Merci beaucoup. Je suis donc Amaya Robles, chef de projet Station e-santé, qui est le tiers-lieu d'expérimentation donc en santé numérique, basé donc au CHU de Bordeaux, avec plusieurs partenaires donc de Nouvelle-Aquitaine, tels que Unitech, le CH de la Côte Basque, le CH de Charles Perrin, c'est également le CATI, l'Université de Bordeaux et la SAT. Donc on a beaucoup de partenaires, ce qui nous permet d'être assez représentatifs aussi sur ce qu'on peut apporter aux entreprises dans le cadre de ce tiers-lieu, mais surtout la grosse plus-value, c'est d'avoir accès au terrain d'expérimentation pour les entreprises en santé numérique, donc directement les services cliniques.
Donc ça fait 3 ans maintenant que le tiers-lieu a été créé. On a déjà rencontré 70 entreprises, on en accompagne 16, que ce soit sur des études cliniques, des évaluations d'usage, d'acceptabilité, mais aussi des aspects qui parfois sont... c'est plus difficile de se faire accompagner, notamment le système d'information hospitalier, comment on s'y intègre, la protection des données dans un hôpital, c'est aussi un sujet très important, et d'autres aspects après qui incombent donc aux hôpitaux directement. Bonjour et merci pour l'invitation. Donc Clémence, je travaille pour Unitech depuis 4 ans et je suis Startup Manager sur la filière santé spécifiquement. Et dans ce cadre-là, on travaille donc avec Station e-santé pour l'évaluation et l'accompagnement des projets sur le versant économique, donc plutôt business. Et l'histoire entre Unitech et Station e-santé, c'est dès le départ parce que finalement, via Bordeaux Care Lab, et la première sélection des projets, ça a fait des premiers candidats à test pour les expérimentations au sein de Station e-santé. Et depuis, on a, je pense, accompagné un candidat par an avec SoCute Imaging, donc, qui a été lauréat l'année dernière. Et cette année, Vulgaroo, qui est lauréat et pour qui on attend un résultat de financement potentiel. Le tiers-lieu est important pour les startups parce qu'on insiste, nous, accompagnateurs, sur l'importance d'aller tester la solution auprès des usagers. Et les usagers, c'est qui ? C'est les professionnels de santé, c'est les acheteurs, les établissements et les patients. Et le tiers-lieu permet d'avoir accès à ces gens-là tôt dans le développement, avant d'engager des dépenses, avant d'engager des études cliniques. Et donc, on va amener l'usage le plus tôt possible dans le développement du projet. Oui, côté patient déjà, alors il faut savoir qu'on les implique au maximum dans la gouvernance aussi du tiers-lieu et dans la sélection des projets d'expérimentation parce que l'idée c'est que vraiment ces innovations soient au service du patient. Là, c'est l'enjeu principal et du professionnel de santé dans sa pratique au quotidien et pouvoir lui permettre aussi de tester des innovations, des choses qui ne sont pas encore sur le marché et vraiment c'est attractif pour eux et pour la filière. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu une condition sine qua non aussi au développement d'un établissement hospitalier, d'être un espace d'innovation. On le voit, on a un gros établissement avec le CHU, mais on a aussi le Centre hospitalier de la Côte Basque qui est un CH et donc à plus petite échelle et qui vraiment aussi a la volonté d'intégrer des innovations au plus tôt dans les services. Dans l'essence même d'un tiers-lieu, il y a forcément écosystème qui résonne, collaboration, déjà c'est pluripartenaire et on a en plus vocation à s'ouvrir de plus en plus sur l'écosystème régional et intégrer des partenariats nouveaux. Donc ça, c'est des affaires à venir. Mais c'est très important pour nous de travailler en collégialité et surtout de trouver la place des tiers-lieux dans tout cet écosystème et qu'on soit au service de toutes les infrastructures qui existent déjà. Pas faire une couche supplémentaire, mais juste être l'acteur qui permet aux entreprises d'accéder du coup aux services cliniques et inversement. Je pense qu'aujourd'hui, après 3 ans de recul, je pense que l'exemple est effectivement là. Avec les premiers candidats d'il y a 3 ans, on peut nommer G5 Digital, qui a été expérimenté au sein de Station e-santé et qui aujourd'hui se déploie au CHU de Bordeaux, mais aussi dans plein d'autres établissements en France. Donc l'exemple aujourd'hui, on l'a. Il y a d'autres tiers-lieux donc, en région Nouvelle-Aquitaine. Il est important de citer aussi le tiers-lieu Génération Santé Numérique qui est porté par le CHU de Poitiers. Il y a aussi Onco-Atlantique dont l'Institut Bergonié prend part. Mais il y a 35 tiers-lieux au niveau national et c'est important de le dire, qui sont thématisés ou non. Il y a certains tiers-lieux comme Digimentaly qui sont spécialisés en santé mentale ou Mindlink au GHU de Paris. Et c'est très important, je trouve, de pouvoir mailler le territoire avec plein de tiers-lieux et qui ont tous des spécificités différentes. Il n'y a pas de concurrence entre les tiers-lieux, au contraire une complémentarité pour pouvoir répondre à parfois des disparités géographiques avec des milieux ruraux, des milieux urbains. Donc c'est très intéressant tout le maillage qui est en train de se faire. Bonjour, donc je suis Stéphanie Alassonnière, je suis professeure de mathématiques appliquées à
l'UFR de médecine de l'Université Paris-Cité. Je suis également vice-présidente en charge de l'innovation et la valorisation. J'ai une équipe de recherche dans l'UMR qui est une tritutelle, INSERM, INRIA et Université Paris-Cité, pour avoir la pluridisciplinarité au sein même de notre équipe. Et j'ai cofondé Sonio, qui est une start-up qui s'est occupée qui s'occupe toujours d'ailleurs, de l'examen échographique chez le fœtus et qui a été racheté par Samsung Medicine en septembre dernier. Et je participe aussi à l'aventure entrepreneuriale de Bot Design. Alors, la donnée, elle est extrêmement importante parce que on ne peut pas décrire des phénomènes avec des équations mathématiques à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui sont trop complexes, l'histoire d'une maladie, les interventions thérapeutiques qu'on peut faire sur certains patients et comment ça va évoluer. Il n'y a pas de schéma mathématique qui va permettre de décrire le phénomène. Donc, on arrive à un niveau où tout ce qui est mise en équation mécanistique ne fonctionne plus. Donc, il y a un moment où on voudrait quand même pouvoir tirer parti de l'information qu'on a, c'est-à-dire la donnée patient, pour modéliser, mimer la génération des données, donc faire de l'IA générative, et être en capacité, du coup, de comprendre ce qui se passe, de faire de la stratification de patients, etc., etc. Pour avoir cette capacité de recueillir l'information dans la donnée, il faut que la donnée soit de qualité, structurée, suffisamment abondante. Alors évidemment, plus il y en a, mieux c'est, mais on arrive quand même à traiter maintenant les cas, ce qu'on appelle l'IA frugale, en termes de quantité de données, donc peu de données, malgré la grande dimension, peut les caractériser. Donc l'idée, c'est quand même d'être en capacité que ces bases de données soient correctement accessibles, donc facilement par des tiers publics et privés, qu'elle soit de qualité ou mise en qualité, parce qu'évidemment, une donnée qui est acquise pour le soin, elle ne va pas avoir une qualité d'une base de recherche, mais ce n'est pas grave. On peut suffisamment la consolider avec d'autres données qui ont été aussi acquises par le soin pour en faire une donnée de qualité. Il faut qu'elle soit interopérable, parce qu'il y a un moment où, quand on va vouloir avoir de la représentativité territoriale, il faut que chaque territoire soit en capacité d'envoyer l'information qu'il a et qui la caractérise. Tous les territoires auront des caractéristiques différentes et il faut que la différence entre les territoires soit prise en compte. Et donc, du coup, toutes ces structurations d'entrepôts de données de santé hospitaliers, d'entrepôts de données de santé de médecine générale aussi, tout ça doit être pris en compte pour qu'on puisse décrire correctement tous les phénomènes qu'on est en train d'observer. Il est essentiel qu'on travaille ensemble. Je dirais la partie technologique, finalement, on l'a déjà développée. Donc maintenant, ce qu'il va falloir développer, ça va être l'acceptabilité à la fois par les praticiens, donc il faut des preuves que ça fonctionne et qu'ils peuvent faire confiance, et par les régulateurs. Et donc, faire l'écosystème, c'est exactement ça, c'est mettre ensemble, autour de la même table, des gens de tous les univers qui vont être en capacité d'évaluer correctement sans en demander trop, parce qu'évidemment, on ne sera jamais en capacité de prouver que les équations qu'on a utilisées pour mimer quelque chose sont la réalité, puisque ça ne le sera jamais. L'exemple que j'aime à donner, c'est la courbe de croissance des enfants dans les carnets de santé. Évidemment que quand un enfant grandit, il ne suit pas cette trace-là, mais ça approche bien, c'est une bonne approximation de ce qui se passe. La réalité est différente, elle est évidemment multiparamétrique, mais ce schéma-là, finalement, décrit bien la réalité. Donc, personne n'irait demander à ce modèle-là d'être vrai. Il ne faut pas qu'on fasse la même chose, il faut qu'on fasse, exactement la même chose avec les modèles d'IA, c'est-à-dire ce sont des modèles qui vont mimer la réalité, ce sont des modèles qui vont créer de la donnée artificielle, qui vont créer des patients artificiels pour compléter des cohortes, qui vont participer à la dynamique de la recherche clinique. Il ne faut pas qu'on leur demande d'être vrais ou d'avoir des caractéristiques trop fortes. Donc c'est pour ça qu'il faut que les méthodologistes soient à la même table que les régulateurs, soient à la même table que les médecins, parce que évidemment les médecins, eux aussi, ils vont avoir des besoins pour être convaincus et pour les utiliser. Et donc en fait, il faut que le triptyque existe. Puis au milieu, il y a quand même toute la DSI qui est importante, parce que c'est eux qui vont mettre en musique le fait de la collecter, la mettre en qualité et la mettre en accessibilité.
Alors la formation, c'est hyper important. C'est former les futurs médecins qui vont utiliser les outils et qu'ils aient un regard critique. Parce qu'ils ne pratiqueront plus comme on pratique aujourd'hui, c'est évident. Le radiologue, probablement, ne fera pas de la détection de fracture, il fera une deuxième lecture. Il ne fera plus le calcul du diamètre de la tumeur à la main, sur la radio. Il y aura des choses déjà qui existent pour caractériser les volumes tumoraux, des lésions, etc. Donc, les choses évoluent très très vite. En radiologie, c'est le premier endroit où ça évolue, mais il y en a beaucoup d'autres domaines où ça évolue aussi. Et du coup, le métier de demain, enfin je dis vraiment demain, est déjà différent de celui d'hier. Donc il faut former les jeunes. Donc ça, il y a eu les compétences et métiers d'avenir. C'est peu, c'est 30 heures par an par étudiant de médecine. 30 heures, c'est très très peu pour leur faire comprendre la diversité, avoir un regard critique. C'est mieux que rien. Après, il faut former ceux qui sont là déjà. Et toute la formation à la fois des industriels de la santé, des professionnels de santé, des paramédicaux. Parce qu'une infirmière maintenant qui se retrouve avec une boucle fermée, il faut qu'elle soit en capacité de comprendre ce qui se passe pour réagir correctement. Et c'est pas la même chose que quand la personne s'injectait de l'insuline à la seringue. Et donc du coup, il va falloir véritablement embarquer tout le monde et former tout le monde. Alors ça, c'est un gros challenge. Alors, à l'Université Paris-Cité, on a déjà commencé avec le diplôme universitaire, le DU, qui est très apprécié, je crois. En tout cas, vu le nombre de candidatures qu'on a tous les ans, je pense qu'il est assez apprécié. Et on va élargir ça, on va faire des capsules vidéo assez courtes, adressées aux paramédicaux, justement pour qu'eux aussi s'approprient les outils, pour qu'eux aussi s'approprient les challenges et que également, ils sont en capacité de transformer leur métier et de mieux le faire avec les nouvelles technologies. Bonjour, je suis Philippe Lamoureux, je suis le président du cluster Alicena. L'Agence d'innovation en santé, c'est une création. Elle est issue du Conseil stratégique des industries de santé qui a eu lieu il y a quelques années. Et effectivement, elle a pour mission, comme son nom l'indique, de promouvoir l'innovation et très au-delà. Et elle a organisé cette tournée dans toute la France. Bordeaux, c'est la deuxième station de cette manifestation. La première a eu lieu il y a de ça quelques jours à Marseille. Donc c'est une façon de valoriser tout ce qui se fait sur les territoires, l'Aquitaine étant un exemple parfait. Et le thème de ces journées, donc, c'est la recherche clinique et l'apport de toutes ces nouvelles technologies numériques IA à la recherche clinique. Bonjour, David Boucard, directeur du cluster Alicena, l'Alliance Innovation Santé Nouvelle-Aquitaine. Alicena est le cluster régional de l'innovation en santé, donc le référent régional de l'innovation en santé. On couvre tous les domaines de l'innovation en santé, que ce soit du médicament, du biomédicament, de la bioproduction, le dispositif médical et la santé numérique. Et ça sur tout le territoire. Donc sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, qui est assez grand, donc qui va de Poitiers jusqu'au Pays Basque, de La Rochelle jusqu'à Pau. Et donc on a une action aussi bien en territoire, de développement territorial et évidemment de coordination régionale. Alors pour les acteurs de santé en région Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'il y a un écosystème qui est à la fois très dense dans certains territoires et à la fois un peu moins dense dans d'autres territoires. Toute l'idée, c'est de pouvoir tirer profit de toutes les forces qui sont sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Et pour ça, un cluster comme le nôtre est extrêmement important pour pouvoir mettre toute la chaîne de valeur en lien et qu'on puisse aider les uns avec les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que typiquement, on peut donner un exemple dans le numérique, typiquement qui nous concerne aujourd'hui, les tiers-lieux d'expérimentation numérique. Il y en a 2 en région aujourd'hui. Il y en a un qui est coordonné à Poitiers et qui rayonne sur le CH de La Rochelle. Et le deuxième qui est coordonné par le CHU de Bordeaux et qui rayonne sur le CH du Pays Basque, le CHCB. Donc vous voyez qu'on essaye de mailler le territoire à la fois par tous les acteurs de la chaîne de valeur et à la fois géographiquement pour les mettre en lien. Je pense que ce qui caractérise cette région, au-delà de ce que David expliquait, c'est que c'est une région complète. C'est une région où il y a tout, où il y a à peu près tous les acteurs. Alors pas toujours en quantité extrêmement importante, mais la qualité est assez extraordinaire en Nouvelle-Aquitaine. Et tous les métiers de cette innovation, tous les métiers de cette recherche clinique de demain sont représentés dans la région. Et effectivement, tout l'enjeu pour notre cluster, c'est d'arriver à faire travailler ensemble des entreprises incroyablement performantes
quantitativement peut-être moins importante que dans des régions qui ont plus de densité comme l'Île-de-France. Et donc on travaille effectivement beaucoup avec les grands organismes nationaux, au premier rang desquels l'Agence d'innovation en santé, bien sûr, parce que c'est elle qui est un petit peu je veux dire l'avant-garde de ce qu'on voudrait voir se développer dans notre pays. La France a énormément d'atouts, elle a énormément d'avantages compétitifs par rapport à beaucoup de nos voisins, des bases de données extrêmement importantes, une capacité d'innovation très forte, un réseau hospitalier extrêmement dense, donc beaucoup d'atouts qu'il faut effectivement que nous parvenions tous ensemble, national et territoire, à valoriser. Bonjour, je suis Thomas Séjourné, je suis responsable de l'unité de données de vie réelle pour Sanofi et j'accompagne les équipes locales globales à accéder aux données françaises et européennes dans le cadre réglementaire adapté et soutenant l'innovation, en particulier sur toutes les nouvelles utilisations en termes d'IA et nouvelles méthodes statistiques. L'opportunité qui existe en France pour l'innovation est surtout basée sur un équilibre qui doit être trouvé entre la réglementation et les besoins d'innovation. L'innovation va excessivement vite et le besoin de réglementation doit s'adapter en fait aux nouveaux besoins, aux nouvelles utilisations. Et donc le dialogue est essentiel entre industriels, innovateurs, producteurs de données et régulateurs pour trouver ce point d'équilibre qui nous permet en fait de pouvoir innover et faire de la France un véritable pôle d'attractivité européen de classe mondiale, puisque la France dispose d'un tissu de données extrêmement riche à travers le SNDS et les différents programmes de structuration de données, un tissu académique exceptionnel qui crée des nouveaux talents chaque année qui seront des futurs entrepreneurs qui viendront irriguer les nouvelles méthodes d'analyse, venir soutenir le régulateur dans son besoin de transparence, d'explainabilité des données de santé. Et bien sûr, des régulateurs d'excellence au niveau mondial qui sont reconnus pour leur expertise et dans le cadre européen qui s'inscrivent dans la dynamique de transformation de notre écosystème. La pharmacie est en général est très paradoxale dans le sens où elle est par nature innovante, puisqu'elle est toujours à la recherche de développement, investit énormément en recherche et développement, mais est par nature aussi très conservatrice, parce qu'elle a un besoin réglementaire d'explicabilité de ses résultats. Chez Sanofi, il y a une véritable démarche de transformation de tous nos métiers, avec l'utilisation de l'IA à chaque étape du cycle de vie du médicament, avec des choix qui sont faits sur l'innovation en termes de valeur apportée à l'intérieur du processus, d'optimisation, mais aussi de responsabilité sociétale et environnementale qui nous permettent de faire les choix nécessaires et d'instiller l'innovation et la technologie aux endroits les plus critiques, en toujours conservant, n'ayant aucune compromission sur la conformité et la réglementation. Il y a beaucoup d'écosystèmes qui émergent en Europe et à l'international. A fortiori, les États-Unis, depuis 5 ans, sont engagés dans une démarche extrêmement agressive d'attractivité scientifique avec des nouvelles sources de data, des pôles de compétences. Mais aussi, on voit en Union européenne beaucoup de pays qui développent des stratégies nationales soutenues par leur gouvernement très fortes, donc avec un poids politique très important, pour améliorer l'accès aux data, attirer l'innovation dans leur territoire, parce que c'est créateur de valeur, c'est créateur d'emplois, c'est créateur de richesses et créateur de souveraineté scientifique qui bénéficie aux patients. Certains écosystèmes sont plus intéressants sur certains aspects, les Nordiques en termes d'accès aux data, le Royaume-Uni en termes de réglementation et de souplesse. On regarde même les écosystèmes japonais, coréens et brésiliens qui eux-mêmes prennent un angle différent en fonction des besoins politiques et des besoins de leur population. Énormément de choses ont été dites aujourd'hui, beaucoup d'expertise, beaucoup d'innovation. On voit en fait une véritable dynamique qui est faite, mais il reste toujours un point essentiel pour l'innovation, c'est la communication entre les différents acteurs. D'habitude, pour innover, on pense entre différentes sociétés qui travaillent ensemble pour pouvoir créer une nouvelle solution. Mais on est dans l'écosystème de la santé, et l'écosystème de santé est réglementé pour des raisons évidentes, puisqu'elle touche à la santé même des patients. Et la communication entre la sphère réglementaire, la sphère privée, la sphère publique qui est propre productrice de données n'est pas encore extrêmement fluide et elle doit s'améliorer puisqu'il n'y a que ensemble et par une communication forte, proche et constante, on pourra créer un écosystème véritablement compétitif.
pour la formation, c'est extrêmement important puisqu'on a besoin de faire émerger de nouveaux talents à la fois qui iront porter l'innovation ou contribueront à l'innovation en fonction de leur profil. Et on s'aperçoit que la santé ou le domaine de la donnée de santé n'est pas un domaine prioritaire, en tout cas top of mind pour la plupart des étudiants. Et dans ce cadre-là, en fait, on a été approché par l'ENSAI, donc qui est l'école de statistique de l'Institut Polytechnique de Paris, pour un data challenge qui à la base était une opportunité pour nous d'échanger avec Polytechnique. Et finalement, en portant un sujet un peu novateur, les étudiants ont vraiment plongé, commencé à travailler sur les données de santé, ont développé de nouvelles méthodes statistiques inconnues pour nous, ou en tout cas inconnues dans la sphère pharmaceutique, pour mieux analyser les données de santé, trouver des nouveaux savoirs. Et les rapports qu'ils ont produits, alors que c'est des étudiants de 3e cycle de master, donc ils n'ont pas encore d'expérience professionnelle, vont au-delà de nos compétences techniques que nous avions, et donc pour lesquelles nous nous inspirons maintenant pour nos futurs travaux. Donc c'est vraiment de la R&D sur les données de santé, et ces approches sont tellement nouvelles qu'il a fallu, nous, un véritable travail pour aborder, puisque en gros, ça évolue tellement vite. Il y a 3 ans, les LLM, personne n'avait entendu parler, maintenant c'est une chose courante. Et encore, les LLM sont désormais dépassés, il y a de nouvelles technologies qui émergent constamment, et en tant qu'industrie pharmaceutique innovante, il est notre devoir d'être à jour sur cette innovation, de l'adopter et de continuer à faire avancer et faire émerger les nouveaux talents qui sont eux-mêmes capables de faire travailler sur ces technologies. Alors moi je m'appelle Julien-Aymeric Simonet, je suis directeur des parcours de soins à l'Institut Bergonié et également directeur innovation données et santé numérique. Et donc c'est très important pour l'Institut Bergonié d'être présent dans cette grande journée autour de l'innovation en santé, parce que nous sommes à la fois un acteur qui veut améliorer la situation des patients qu'on soigne, et ça intervient à la fois dans le cadre de projets de soins et également dans un projet de recherche également qui sont toute la vie du patient. Ce qui est important pour nous, c'est d'être main dans la main avec ceux qui créent des innovations qui ont un apport, et on va travailler ensemble pour créer de l'innovation technique pour arriver à de l'innovation médicale. C'est-à-dire qu'on associe des choses qui sont nouvelles et qui ont un impact, mais qui ont un impact positif sur le patient et sur les données, afin de faire des preuves que c'est bénéfique et utilisable. Ce qui nous relie tous, à tous les acteurs, industriels, établissements, agences, régions, agences de santé, ministères, c'est que derrière, on puisse avoir la notion de responsabilité. Et donc c'est ça le pôle Enter, c'est la responsabilité numérique responsable sur un axe social, sociétal et naturellement environnemental. Et en fait, c'est une logique très importante de pouvoir arriver à faire dans chacun des écosystèmes des efforts. Donc on peut avoir à la fois le verdir entre guillemets les technologies du numérique pour qu'elles soient un peu plus frugales, mais également on peut aussi développer des usages du numérique qui permettent de diminuer l'impact de nos actions, que ce soit d'utiliser par exemple un outil de type ChatGPT pour des connaissances médicales, ou que ce soit l'utilisation de l'informatique, l'utilisation de l'archivage des données génétiques par exemple. Et c'est uniquement ensemble qu'on peut essayer de faire des projets communs sur lesquels chacun apporte sa problématique et sa spécificité, et avec un écosystème favorable. Eh bien, nous, on travaille beaucoup, effectivement, grâce à un projet on travaille beaucoup sur les projets d'expérimentation en santé numérique dans le cadre d'un tiers-lieu d'expérimentation onco-atlantique qui s'appelle des biomarqueurs à la prise en charge hors les murs, qu'on fait avec l'Institut de cancérologie de l'Ouest de Nantes et Angers et le centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Et on travaille sur 2 projets concrets. Un qui permet de faire sortir les patients qui le souhaitent grâce à un objet connecté qui lui permet de les télésurveiller sans avoir besoin de connaissances ou de techniques particulières, tant qu'ils le souhaitent et qu'ils sont importants, parce qu'on pense souvent que le patient reste longtemps éloigné de son environnement, et c'est considéré comme une séquelle. Et donc ces objets connectés, dans le cadre d'un parcours de soins organisé, structuré et sécurisé, voire anticipé, eh bien on peut
alléger justement les choses pour le patient en travaillant avec le patient et les représentants des patients. Ça, c'est un premier projet. Et on a aussi un projet de gagner du temps dans le cancer et dans les parcours de soins en essayant de récupérer les données de biologie qui sont faites pour nos patients en ville près de chez eux. Ça va leur permettre de pouvoir avoir pour nous, dès la sortie de l'examen de biologie, des éléments sur leur santé qui nous permettent d'agir pour eux lorsqu'il y a des alertes et donc de dépister avant qu'elles soient trop embêtantes des complications, mais également de pouvoir prendre le parcours de soins au plus rapidement pour que leur chimiothérapie soit faite et qu'il ait le moins le temps d'attente sur place. Bonjour, je suis Bertrand Spiltoren, je m'occupe du business development pour la société Tune Insight. Et bon, pour avoir une réponse honnête, je suis venu essentiellement pour le vin, Jérôme. Au-delà de la plaisanterie, Bordeaux est certes une ville magnifique. C'est important pour nous d'être présents sur cette journée organisée par l'AIS de l'innovation l'innovation numérique au service de la recherche clinique, dans la mesure où nous avons l'ambition de nous positionner comme étant un acteur qui va permettre, un acteur innovant qui va permettre d'accélérer la recherche clinique. J'en ai entendu parler toute la journée. Pourquoi se déplacer à Bordeaux ? Puisque la proximité des établissements, être vraiment en région, être vraiment présent, je veux dire, les choses comme on l'a vu aujourd'hui, les choses ne se décident pas forcément de manière centralisée à Paris, ce qui nous va bien dans notre approche fédérée, et être au plus proche des gens qui font la recherche, des praticiens hospitaliers, des chercheurs, être au plus proche des administrations qui portent la recherche, qui innovent, qui portent l'innovation. C'était important pour nous. Il y a vraiment des sujets de fond qui m'ont marqué, ce sont les sujets de collaboration. On a vu toute la journée que aujourd'hui la recherche clinique, l'innovation en recherche clinique doit se faire de manière coordonnée entre les acteurs de l'écosystème. On est vraiment dans une logique de co-construction. Les initiatives sont multiples et quelque part imposent de devoir collaborer à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, entre différentes sources de données, en préservant la confidentialité, en préservant la vie privée des patients. La présence de l'œil de la e-santé qui apporte toujours un côté extrêmement sympathique. Et bien sûr, il y avait des échanges de haut niveau, vraiment un contenu particulièrement intéressant, enrichissant, des intervenants de grande qualité. On a pu se rencontrer, on a pu échanger, des projets peuvent naître, des perspectives de partenariat peuvent naître. Et j'ai beaucoup aimé aussi la perspective qui était donnée, parce que certes, il est important de faire de la France un pays qui soit leader en matière d'innovation santé. On a beaucoup parlé de souveraineté. Nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Alors, je sais bien qu'on est suisse, mais la moitié de notre cœur est en France. Et les solutions qu'on porte permettent de garantir la souveraineté des données. Et c'est bien là l'essentiel, c'est la souveraineté des données. Bonjour Monsieur Noche. Bonjour. Merci de nous accueillir ici donc à l'hôtel de la région donc Nouvelle-Aquitaine pour cette étape du Tour de France de l'innovation organisé par l'Agence de l'innovation en santé qui s'arrête en cette date donc du 15 mai à Bordeaux. Vous êtes donc le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge donc de la santé mais également aussi de la silver economy. Ça nous semblait important en tant que vice-président de savoir quel est le regard que vous portez sur la santé, l'e-santé, et puis en quoi c'est important que Bordeaux ait été retenu pour ce Tour de France. Oui, c'est important pour la région Nouvelle-Aquitaine et son président Alain Rousset, parce que autant on considère comme légitime toutes les actions qui se font au niveau de l'État, et dans le cadre de France 2030, et tout ce qui se fait dans le domaine de l'innovation en santé, et en particulier en numérique, mais nous avons, nous, la responsabilité d'animer, de permettre des coopérations, de créer un espèce d'environnement dans lequel l'écosystème régional va pouvoir se développer et participer à un effort commun, en fait, qui est nécessaire, parce qu'on est quand même à la croisée des chemins. Aujourd'hui, la révolution qu'il y a dans tous les éléments de preuve en matière de recherche clinique, également en matière de recherche fondamentale, mais beaucoup en recherche clinique, où la part de plus en plus importante prise par l'intelligence artificielle fait que ça remet en cause nos certitudes.
et qu'on a besoin à la fois de gens qui, au niveau de la réglementation, vont accompagner les choses, de gens qui vont accompagner les chercheurs dans des voies qui ne soient pas des voies sans issue, et puis également se poser la question en permanence, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile pour la santé publique et pour les gens qui sont malades. Donc c'est un très beau défi. C'est un très beau défi, complexe, mais que la région Nouvelle-Aquitaine souhaite accompagner, puisque nous avons un certain nombre de clusters et nous essayons d'organiser des partenariats. Alors, monsieur le vice-président, j'aurais dû être encore plus précis sur votre titre, hein, puisqu'en fait, vous occupez également de l'intelligence économique. Et lors de la première table ronde que j'ai eu le plaisir donc, d'animer, je vous ai senti très attentif, notamment sur les sujets qui vous concernent. La formation, c'est une des compétences importantes de la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi sur cette vitesse. Enfin, j'ai senti dans votre regard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez vécu en fait tous les propos sur, bien sûr, l'intelligence artificielle, elle a un impact sur cette intelligence économique et forcément les choix de formation que vous devez faire. Oui, l'intelligence économique a plusieurs aspects, mais parmi les aspects, elle a celle d'essayer d'anticiper les choses. Et effectivement, quand on entend le responsable de l'innovation d'un grand laboratoire pharmaceutique français qui explique que confronté à des étudiants qui sont dans un parcours à Polytechnique, ils ont du mal à comprendre l'ensemble des mécanismes qui sont mis en œuvre par ces étudiants qui sont donc la génération de tout de suite demain, hein, ça veut dire que ça va tellement vite qu'il faut que nous, en termes de politique publique, en termes de politique de formation, on se pose les bonnes questions sur ce que seront les métiers de demain et surtout sur ce que seront les compétences dont on aura besoin demain. Et donc voilà, c'est pour ça que j'étais assez étonné et impressionné de cela. Et c'est vrai qu'au titre de ma responsabilité sur l'intelligence économique, ça fait partie des choses qu'on doit vraiment se poser au niveau national et international, bien sûr, mais on doit se le poser ici en Nouvelle-Aquitaine, hein, sur quelle filière on va essayer d'accompagner, de prioriser pour que notre écosystème régional il continue à être performant. On va se rejoindre la semaine prochaine à Santé Expo, donc qui est un lieu important. Vous venez de prendre ce mandat autour donc, de la santé. Quelles sont, on va dire, les grandes missions, les grands chantiers que vous souhaitez mettre en place dans votre mandat? Pour nous, le maître mot, c'est une seule santé. C'est-à-dire Le fameux One Health. Mais on dit une seule santé ici. Une seule santé, c'est-à-dire comment la santé de notre environnement, la santé animale, la santé humaine, tout ça se rejoint avec un prisme particulier sur toutes les interactions qu'il va y avoir entre la santé des populations et leur environnement, en fait, au sens large. Que ce soit l'environnement au travers de produits de nature chimique, des agents infectieux, des zoonoses, mais également de l'activité physique ou des choses comme ça. Ce sont vraiment des problématiques avec de multiples paramètres. Moi, ce que j'attends de Santé Expo la semaine prochaine, c'est de continuer à faire mieux connaissance avec l'écosystème, parce que dans la vie civile, je suis praticien, je suis anesthésiste réanimateur, directeur d'un SAMU, mais comment vous dire, tous les aspects de recherche en santé, d'industrialisation, comme ça, je suis pas né dedans, quoi, hein, vous voyez. Donc pour moi, c'est vraiment dans cette phase de découverte, d'essayer d'apporter à notre collectivité un regard un peu différent, un peu décalé, pour faire des propositions d'action politique future, d'accompagnement des acteurs, en fait. Parce que, je le dis à chaque fois que j'interviens, mais l'innovation, c'est pas nous qui la faisons. Mais par contre, notre responsabilité, c'est de permettre à ceux dont c'est le métier de faire l'innovation et de créer de l'activité et des richesses, de le faire dans les meilleures conditions possibles. Alors, professeur Noche, on va avoir, je pense, encore une actualité en région Nouvelle-Aquitaine, puisque après avoir été sélectionné par ce Tour de France de l'AIS, on va avoir en novembre prochain le CHU Health Tech Day, donc ce grand rendez-vous organisé par France Biotech, qui a également choisi Bordeaux. Donc, comment vous analysez cette lumière qui est mise sur la région de Nouvelle-Aquitaine et sur Bordeaux?
Je crois que c'est dû à la motivation et à l'excellence des acteurs locaux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a ici une tradition de partage entre les gens qui font de la recherche fondamentale, les start-upers, le tissu des ETI, y compris un certain nombre de grands groupes qui sont présents ici. Et tout ça fonctionne bien un peu autour de la région c'est la politique menée depuis très longtemps par Alain Rousset. Moi, je monte dans le train en marche, si je puis dire. Donc voilà, mais c'est cette espèce d'ambiance pro-innovation, pro-business qui existe en Nouvelle-Aquitaine, qui, je pense, fait que les gens se disent que c'est pas absurde de venir en Nouvelle-Aquitaine pour organiser des événements de ce genre. Et peut-être donc une dernière question, Monsieur le Vice-président. Vous êtes, comme vous l'avez dit, clinicien, et donc forcément la région Nouvelle-Aquitaine, vous l'avez souligné au début de cet événement aussi grand que l'Autriche, je crois, donc un énorme territoire. Forcément, il y a une actualité très forte aujourd'hui autour des arts médicaux. Est-ce que vous pensez que le numérique, on pense bien sûr à la télésurveillance, à la téléexpertise, est une réponse, voire la seule réponse pour traiter efficacement ce sujet des arts médicaux ? Alors, je ne crois pas du tout que ce soit la seule réponse. Je crois qu'il faut voir ça comme un outil, en fait. Un outil, et sa première caractéristique, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de se servir de cet outil. Pour vous donner un exemple concret, autant je pense que tout ce qui tourne autour de la téléconsultation, ça peut avoir un intérêt. Mais si cette téléconsultation, elle est faite avec une infirmière qui a une mallette de téléconsultation avec tous les éléments nécessaires pour faire l'électrocardiogramme, etc. Et être au contact de la personne, avoir ce contact humain, on a une téléconsultation enrichie, améliorée. Et ça, certains disent même téléconsultation augmentée. Et ça, c'est extrêmement important à développer. Mais encore une fois, c'est la rencontre entre un outil et des gens qui sont au contact d'autres gens. Et ça me semble être un facteur essentiel. Je pense que on n'est pas... Moi, je ne souhaite pas qu'on soit dans un avenir où on n'a plus de relation qu'avec des machines. Je vois bien le regard du professeur de santé. Nous avons dernièrement dans l'œil de santé sorti un documentaire sur l'oncologie à l'ère du numérique, et le professeur Blais, président de Unicancer que vous connaissez, avait exactement la même approche que vous. Donc vous êtes dans la bonne direction et dans la bonne approche, et c'est aussi ce qu'on veut faire aussi avec l'œil de l'œil santé, c'est montrer que la technologie, elle est avant tout au service des patients et des problèmes de santé. Professeur Noche, merci encore de votre accueil, et à très vite au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et aussi à Bordeaux. Je suis Mila Pêcheux, je suis la CEO de Aesthétique Intelligence Artificielle. C'est une solution qui est arrivée d'un constat du fait d'avoir des carences dans l'accompagnement et dans le parcours des patients. Dans la chirurgie esthétique, c'est là évidemment que j'évolue chaque jour, mais aujourd'hui je voudrais vraiment le faire savoir et le rendre utile pour tous les patients français. Donc c'est une solution qui permet justement aux chirurgiens, aux médecins de pouvoir être présents 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, donc de complètement révolutionner le parcours des patients en étant tout le temps disponible. L'IA, elle est aujourd'hui assez intelligente pour pouvoir prendre toutes les informations que le médecin souhaite lui transmettre, d'accord ? Elle va pouvoir donner des recommandations avant une intervention. Elle va pouvoir également être présente après une intervention pour savoir si évidemment le patient est bien rentré à la maison, comment il se sent, est-ce qu'il a bien pris ses médicaments, voilà, est-ce qu'il a bien pris contact avec son infirmière pour les soins. Donc c'est vraiment une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui va vraiment changer et révolutionner le parcours des patients. L'IA peut également donc répondre aux appels, mais elle peut également émettre des appels sortants.
L'important, ça va être de pouvoir détecter le niveau de douleur du patient. Donc, le chirurgien plasticien, lui, a ses protocoles de suivi post-opératoire. Il va savoir automatiquement si effectivement le patient doit être pris en charge de manière urgente. Également, si du coup, il peut renvoyer aussi un message avec des informations qui vont permettre de le rassurer. Également, de planifier un rendez-vous avec l'assistante directement. Voilà, donc c'est vraiment l'idée d'être présent, de réagir rapidement pour le patient et de pouvoir lui apporter toute l'assurance durant les étapes de son parcours. Alors, je ne vous cache pas, je l'ai essayé avec ma mère. J'ai testé, moi, ma propre IA avec ma voix, avec ce que j'avais envie de lui transmettre. Et c'est vrai que c'est bluffant parce qu'elle a pensé que c'était moi. Donc voilà, donc aujourd'hui, on essaye de rendre de plus en plus, parce qu'il y a un impact dans l'accompagnement des patients. On parle d'une intervention, d'une opération. Donc là, c'est assez technique, mécanique. Mais derrière, il y a tout l'impact psychologique et émotionnel de ce que va ressentir le patient avant une intervention et après. Et je pense que la voix humaine, c'est aujourd'hui important. C'est de pouvoir se sentir rassuré, que ça ne soit pas un chatbot, mais que ça soit en fait une sorte de mélange, d'accord, de combinaison entre un robot quelque part et une assistante, du coup l'assistante par exemple du médecin. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui, My IA Assistant, c'est la possibilité de pouvoir parler de ses craintes, parler de ses inquiétudes et d'être rassuré. Toute innovation naît d'une problématique, d'une carence. Et donc, en fait, quand on est dans le secteur, moi, ça fait plus de 15 ans, exactement 17 ans que je travaille dans l'accompagnement, dans l'amélioration du parcours patient, mais également je connais les problématiques des médecins, ce dont ils ont besoin au quotidien. Finalement, aujourd'hui, on est en 2025, la technologie nous permet de créer des solutions adaptées et pour les patients et pour les médecins. Je pense que c'est de la passion aussi, c'est de l'engagement avant toute chose et c'est de pouvoir faire de la prévention avant tout. Donc c'est d'être présent, voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, responsabiliser certes le patient, mais permettre en fait au chirurgien de ses 11 années d'études de pouvoir se consacrer au bloc opératoire, à ce qu'il aime et laisser les questions effectivement répétitives où on reformule depuis 25 ans qu'on fait le même métier, les mêmes questions. Je pense que ça, c'est des choses qu'on peut laisser aussi à la technologie. Effectivement, on l'a testé. On a des leaders d'opinion. On va effectivement aussi interroger tous les besoins des chirurgiens plasticiens, des médecins, pour savoir effectivement quels besoins ils ont au quotidien pour faciliter la prise en charge des patients, pour faciliter effectivement le fait de reformuler systématiquement. Et donc, la conciergerie esthétique, qui est une conciergerie esthétique internationale que j'ai mis en place justement il y a plus de 15 ans, c'était un impact humain, c'était une présence humaine et aujourd'hui en fait c'est juste l'extension l'IA de cette présence avec les infirmières, avec les spécialistes, les psychologues, et en fait c'est l'extension avec l'IA de ce service tout simplement. Les étapes en 2025, je pense que c'est déjà faire savoir notre savoir-faire, donc c'est-à-dire cette possibilité-là aujourd'hui de pouvoir créer son propre binôme IA, d'accord ? Donc c'est vraiment d'étendre l'information et puis surtout c'est de se rappeler que dans les années 90, on ne pensait pas que tout le monde allait être équipé comme ça d'un mobile. Et je pense que c'est ça l'avenir aujourd'hui avec l'IA, c'est de le mettre au service des patients, au service de la bienveillance et de la sécurité. Et je pense que voilà, aujourd'hui, on se pose peut-être, on a encore peur comme on l'avait à l'époque. On se dit mais attends, tout le monde ne va pas être équipé d'un mobile. Si, le mobile, c'est l'extension de la main. Et moi, ce que je propose, c'est l'extension du cerveau et de la présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En tant que patiente, en fait, j'ai été moi-même victime d'absence de préparation avant une intervention en esthétique, d'absence d'accompagnement post-opératoire. Je n'avais pas l'accès aux informations, j'avais des douleurs, je ne comprenais pas ce qui se passait. Voilà, j'ai été un petit peu abandonnée. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut savoir que la motivation première que j'ai eue en créant cette IA, c'était le fait de pouvoir être présente, d'avoir une solution qui réponde à nos attentes, qui ne nous laisse pas dans la difficulté. Et surtout, ce n'était pas un besoin de créer quelque chose de manière financière, en fait, pour pécuniaire. C'est vraiment de la passion de se dire plus aucune femme ne souffrira comme je l'ai vécu et je veux absolument trouver des solutions.
Alors, je m'appelle Thomas Cantalou, je suis médecin psychiatre et directeur médical chez Stan. Stan, c'est une société qui à la base aidait les médecins à s'installer en médecine de ville. Et en fait, on est parti de tout cet écosystème de médecins qu'on a sur l'ensemble du territoire pour relocaliser une partie de la recherche clinique hospitalière en médecine de ville. Donc aujourd'hui, nous, on évalue des produits de santé, tout type de produits de santé, des médicaments, des dispositifs médicaux, des digital therapeutics, etc. Mais en ville. On ne le fait pas qu'à l'hôpital, on le fait en ville. Aujourd'hui, pour fluidifier plus encore tous ces process de recherche interventionnelle, on a créé un entrepôt de données de santé qu'on a lancé en janvier dernier. Et cet entrepôt de données de santé il nous permet également aujourd'hui de faire de la recherche observationnelle. Et la table ronde de ce matin était hyper intéressante et on a eu un moment, Frédéric Collet, qui nous parlait de la qualité du fuel et il parlait des données de santé quand il faisait cette analogie. Et on est entièrement convaincu qu'il a raison chez Stan. Et c'est pour ça que sur l'entrepôt de données de santé qu'on a créé, il nous importait d'aller collecter la bonne donnée, donc en se pluguant sur les logiciels métiers des médecins en ville, en allant enrichir cette donnée qui est présente dans les logiciels, parce qu'aujourd'hui un logiciel métier c'est 80% de données textuelles et c'est une donnée sur laquelle on ne peut pas travailler pour faire de la recherche. Donc cette donnée on l'enrichit et ensuite on la structure. Alors évidemment cette donnée elle est pseudonymisée, ça veut dire qu'on peut travailler dessus et retravailler dessus à long terme également. Alors c'est vrai que c'est des notions qui ont été abordées ce matin pendant la table ronde. Il y a plusieurs travaux qui sont en cours sur cette harmonisation, homogénéisation autour des entrepôts de données de santé avec le règlement européen qui va arriver et la DNS qui travaille dessus justement et qui essaye de mobiliser les différentes parties prenantes en France. On a aussi en parallèle la DGOS qui travaille sur la recherche en soins primaires et il y a un volet entrepôt de données de santé justement et réutilisation de cette donnée de santé. Nous on est convaincus qu'il faut forcément aller dans cette direction, il ne faut pas hésiter à aller interroger aussi toutes les parties prenantes, les patients, les médecins et aussi les entreprises comme les CRO, comme Stan, qui sont impliqués sur cette question. L'idée, ça va vraiment être dans une logique de fédération. Si on ne se fédère pas en France, en fait, on ne pourra jamais faire le poids face à nos concurrents outre-Atlantique. Alors je dis en France, mais c'est même au niveau européen. Travaux qui sont en cours justement sur cette homogénéisation des entrepôts de données de santé avec le règlement européen qui va arriver d'ici peu. On a les travaux de la DGOS aussi sur la recherche en soins primaires, avec un volet entrepôt de données de santé justement. Donc on voit que les choses avancent. Nous, on est convaincus en tant que CRO qu'il faut aller interroger tous les acteurs, toutes les parties prenantes, que ce soit les patients, les aidants, et puis aussi les boîtes qui font de la recherche, qui font des évaluations de produits de santé comme nous. On a des retours terrain hyper intéressants, donc on souhaiterait vraiment les partager avec les décideurs. La directrice de la NSM, elle a dit quelque chose d'intéressant ce matin aussi, c'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or. On a un constat aujourd'hui, c'est que tout le monde, dans le champ de la donnée de santé, tous les personnes qui produisent, qui collectent, qui structurent de la donnée, ont l'impression d'être assis sur une montagne d'or. Et en l'occurrence, non, pas du tout. En fait, tant qu'on n'aura pas fédéré les acteurs, organisé un chaînage complet de la donnée de santé, qu'elle soit issue du dossier hospitalier, du dossier de ville ou de l'appli de santé que le patient utilise, tant qu'on n'aura pas ce chaînage complet pour répondre à des projets de recherche, la donnée prise individuellement, elle ne vaudra pas grand-chose. Donc il faut qu'on se fédère, parce que ce soit en France ou même au niveau européen, parce que sinon on ne fera pas le poids face à des concurrents outre-Atlantique qui ont des populations de plusieurs centaines de millions d'habitants. Bonjour, je suis Arnaud Mascarel, je suis un des cofondateurs et directeur général de la société Fine Art. On développe un dispositif totalement implantable d'assistance cardiaque révolutionnaire qui s'appelle le Flowmaker. On a été invité par l'AIS, que je remercie, pour venir témoigner et finalement donner un cas d'usage de l'utilisation du numérique dans un dispositif médical implantable actif comme celui que porte Fine Art, qui change un petit peu finalement des discussions qu'on peut avoir sur les données de santé et le numérique en santé. Et mon témoignage venait porter finalement le fait que le numérique est omniprésent dans le développement d'un dispositif implantable, même de deep tech. Et l'AIS était là pour nous permettre de mettre en lumière nos innovations et nous accompagne depuis déjà maintenant leur création pour pouvoir mettre en lumière tout ce qu'on fait chez Fine Art. L'histoire de Fine Art avec l'AIS, en fait, existe depuis sa création. C'est la deuxième année que l'AIS fait son tour de France, la deuxième année qu'ils viennent à Bordeaux. L'année dernière, ils étaient venus nous voir à Pessac. Nos locaux sont situés à Pessac et à Cestas. Et c'est sûr que, d'une part, ça nous a permis, nous, de présenter à l'AIS, à l'agence,
toutes les innovations et en quoi le dispositif que nous développons répond à un enjeu de santé publique majeur. Et d'autre part, ça nous a permis aussi d'avoir certainement un peu plus de mise en lumière de ce que l'on fait au niveau national, pour pouvoir à la fois bénéficier de support politique, de support aussi économique, hein, puisqu'on a été, je rappelle, lauréat de France 2030 dans le cadre des programmes IDEMO de BPI. On est aujourd'hui lauréat et on représente la France sur un projet européen qui s'appelle PIEC, pour pouvoir être chef de file au niveau de l'Europe, et j'espère, on attend les résultats, mais j'espère qu'on sera sélectionné. Donc l'AIS participe à tout ça et à cette mise en lumière et à la mise en lumière au niveau national, voire européen, de Fine Art. Alors, ce qui est positif et preuve en est la thématique de cette journée, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment une prise de conscience d'un changement de paradigme avec l'incorporation du numérique partout. Et le numérique va permettre finalement de mieux soigner les gens, hein. C'est quand même ça le nerf de la guerre lorsqu'on est dans le monde de la santé. À la fois parce qu'on peut mieux prévenir, on peut mieux anticiper les défaillances, on peut mieux personnaliser les thérapies. Et il faut aussi tout ça le sécuriser. Et un des enjeux, et on voit bien, ça a été une des thématiques de la discussion, a été de comment s'assurer que le transfert des données d'entrepôts de santé vers les différents stakeholders de l'écosystème se fait de façon fiable, sécurisée, etc. Et donc pour moi, ça c'est très positif. Ce qui est ressorti quand même dans tout ça, et qui a été répété à plusieurs fois, c'est quel est le modèle économique derrière tout ça, qui paye quoi, comment on finance ces entrepôts de santé, comment on finance le transfert de la donnée, la sauvegarde de la donnée appartient à qui, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui au cœur des discussions. Et ce que nous, on a apporté avec mon témoignage, ça a été de dire la donnée, elle est aussi au sein des dispositifs implantables. Et ces mêmes questions se posent aussi pour les dispositifs médicaux et pas uniquement pour les données de santé au sens large. Pour Fine Art, aujourd'hui, un de ses enjeux, c'est bien entendu de poursuivre les essais cliniques et la démonstration clinique de nos nouvelles thérapies très disruptives. On va faire des annonces assez prochainement sur la poursuite de nos études en Europe et notamment en France. Donc j'aurai certainement de bonnes nouvelles à vous annoncer prochainement. Et si je mets ma casquette de vice-président d'Alicena, ce qui est important de dire, c'est que l'innovation en santé en région Nouvelle-Aquitaine, on le voit bien, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. C'est pas anodin si l'AIS vient aujourd'hui en région. On a de plus en plus d'acteurs qui portent l'innovation en santé, pas uniquement dans la région, mais au niveau national, même au-delà. Et moi, en tout cas, je suis ravi en tant que membre du bureau de l'Alicena d'avoir de plus en plus d'acteurs et de membres adhérents, parce que c'est vraiment ce qui permet d'animer l'écosystème et tout doit être participatif.